Ouais, non, mais alors Epstein, c'est un tsunami de révélations. Chaque jour, on pense qu'on a déjà atteint le summum ou au contraire la bassesse et la profondeur. Et non, on en remet une couche. Donc là, on s'est demandé, avec chrétien, pas chrétien, dans quelle mesure on va rester quoi sur une indignation qui pointons du doigt ces méchants, ces élites, ces salopards, voilà, avec des jugements éventuellement rapides. Mais non, non. Avec Glenn et avec Mélina, on va plutôt vous inviter à faire une introspection personnelle pour répondre à la question, est-ce que moi, je suis immunisé? Et surtout, comment me prémunir de rentrer dans une espèce de cercle vicieux à la fois au niveau individuel et au niveau collectif par rapport à nos églises. C'est tout de suite avec Glenn et Mélina. Alors, histoire quand même déjà de nous chauffer, Glenn et Mélina, la première fois que vous avez entendu parler de l'affaire Epstein, sans forcément qu'on en soit des experts, quelle a été la première pensée qui a traversé votre esprit? Toi, Glenn? Bah, c'était quelque chose comme ça recommence. Encore une scandale Encore une fois, sexuel. ok, Voilà. d'accord. C'est pas la première, ça sera Ok, pas la t'as juste te rapprocher un petit peu du micro. Voilà, ça. yes. Vous avez une chaise. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts par la régie. Mélina? Moi, c'était en 2019 avec le Quoi? même. Alors, l'année de son suicide, alors? Oui, Epstein didn't kill himself. Suicide, pardon. De sa mort en cellule. Après, on sait pas trop. Ok, mais c'est pas le C'est sujet. sûr que c'est. Enfin bref. D'accord. Du coup, c'est devenu un mème. Et moi, ma première pensée, c'est quoi encore ce scandale d'Américain? D'accord. J'avais pas encore réalisé à quel point ça touchait tous les grands de ce monde, si on peut dire. Pour la partie de notre audience qui ne sait pas ce que c'est un mème, tu peux peut-être nous Une préciser. blague récurrente sur Internet. Et super, la synthèse de ta réponse, waouh, génial. Et moi, quand j'ai vu la première fois l'affaire Epstein, que j'ai suivi de loin, bah, pareil, ça m'étonne pas. Mais pas tellement en mode l'être humain, les complots, les puissants ou l'élite. C'était pas vraiment, ça m'étonne pas au niveau un peu complotiste, mais plutôt ça m'étonne pas à cause de la nature humaine. Voilà. Et je paraphraserai un de mes amis qui se reconnaîtra, l'être humain fondamentalement est attiré par les 3 P, le pouvoir, le pognon et le popotin. Voilà, Comment donc t'as dit le spécial dédicace. C'est quel serait le troisième Denis. Je vois bien. Évident, voilà tout de suite. Alors justement, je rappelle que l'objectif là aujourd'hui de notre enregistrement, c'est de vous faire une opinion, pas sur l'affaire Epstein en général, sinon on en a pour 3 jours, ok, mais bien sûr, nous en tant que chrétiens, est-ce qu'on serait plus immunisés? Est-ce que ça pourrait nous arriver à nous? Mélina, a priori, quelle est la position que tu vas défendre? Tout à fait d'accord ou n'importe quoi, Philippe? Nous ne sommes pas immunisés du tout. Mon Nutri-Score. Oui, yes. Donc t'es pas du tout d'accord, donc tu dis que les chrétiens ils Ne sont sont autant pas touchés. immunisé Ouais, du tout. pas du tout, ok. C'est bon, ça a le mérite d'être clair. Je m'attendais un peu à cette réponse quand même si des fois tu me surprends. Notre audience est souvent en surprise, c'est tellement par toi. Glenn, a priori, ta position sur la question posée? Je récuse le terme immunisé parce que c'est impossible. Ok. Mais je n'irai pas jusqu'à eux. Je dirais il y a une petite protection Ouais. supplémentaire. Ok, en je tant que le chrétien, crois. ouais. Donc je dirais D. Ouais, pareil pour moi, Glenn aussi, je me suis noté D, donc un peu moins radical que toi. On va voir si effectivement, à travers les questions qu'on va se poser, eh bien, nous avons raison d'être aussi quand même vigilants. Donc c'est parti pour les... non, pas les 3 questions, d'abord les faits et contexte. Tout va bien, Philippe. Alors, fait et contexte, avant qu'effectivement on donne nos opinions sur les 3 questions qu'on a préparées ensemble, y a-t-il des éléments très factuels que tu souhaites poser sur la table, Mélina? Histoire qu'on parte sur des bases Très qui factuel. ne sont pas discutables, on va dire. Ce qui est factuel, c'est qu'il y a 3 millions de files qui ont été relâchés, tous bien censurés. Mais ce qui est moins factuel, c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai dedans, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Ok, d'accord. Déjà, je m'excuse avant, je ne sais pas si tu monétises ces vidéos, mais je suis sûre que ça risque d'être démonétisé vu le sujet qu'on va aborder. Pourtant, il y a une quantité phénoménale de vidéos sur YouTube à propos de l'affaire Epstein. Exactement. Mais Non, c'est pas monétisé, hein, pas pour l'instant en tout cas. Ok. Tout ça pour dire que quand tu es là à te demander, les viols sur mineurs, ça doit être vrai. Est-ce que le cannibalisme et démembrement de bébés, est-ce que c'est vrai ou pas? Waouh. Là, Ok. effectivement, tu commences à plonger dans les profondeurs de la noirceur, quoi. D'accord, donc beaucoup de dossiers et peut-être un peu du mal à trier le vrai du faux. Un élément de fait et contexte à nous poser sur la table avant qu'on parle de nos opinions, Glenn? Notamment dans la revue de presse que j'ai fournie dans le mail. Les faits, il y a un bon nombre qui sont sur la table. Effectivement, qu'il y a beaucoup de plaignantes, beaucoup de personnes qui sont touchées. Ça, c'est un fait. Que ça touche beaucoup de riches et de puissants. Hmm. Et que le gouvernement américain traîne à lâcher tous les détails.
Ça, Ok, une certaine rétention de l'information. voilà. Pas du tout Ouais. suspicieux, quoi. Voilà. Ok. Ouais, bon, moi je me suis noté que c'était sur France Culture, il y a quelques jours, le 30 janvier 2026, le département de la justice américain a rendu public plus de 3 millions de documents, hein. Donc c'est ce que tu viens de dire, mettant au jour les noms et relations, je lis. 6 Hein. millions, il me semble. Ok. Merci pour la précision. D'un réseau tentaculaire qui gravitait autour de Jeffrey Epstein, rappelle France Culture, une affaire qui dépasse les États-Unis et éclabousse les élites européennes, constate la radio. Et ce que je me suis noté, justement, c'est le côté élite. Et ce qui est frappant en termes de faits, c'est le côté quasiment, désolé pour le terme, mais industriel, quoi. Hein. C'est-à-dire, c'est une échelle terrible qui touche beaucoup de pays. Et je me suis noté, sans virer conspirationniste quand même, c'est qu'effectivement, je me demande quand même si le côté élite, il n'y a pas des règles de protection qui s'appliqueraient peut-être pas à vous et à moi. Enfin, peut-être que toi, t'es l'élite, peut-être, je sais pas. Remarque, Glenn, excuse-moi de... Loin de là. Loin de là. Mais tu dis, Certains l'ont reconnu quand Un même. bulletin de paie. tu dis sans virer, tu dis sans virer conspirationniste, Oui. mais moi, depuis que je me plonge dans cette affaire, T'as je me l'air, dis, hein. mais punaise, Ouais. j'en ai marre de devoir donner raison à tous les conspirationnistes qui, depuis des années, nous disaient que le monde était gouverné par une cabale sataniste Ah oui, ouais. qui mangeait des bébés. Et là, je me dis, mais punaise, mais en fait, ça se trouve, ils avaient raison et j'ai pas envie de vivre dans ce monde. Hmm. Mais ce qui est quand même rassurant, entre guillemets, hein, dans toute l'affaire, c'est que c'est des journalistes bien comme il faut qui ont découvert la peau rose. C'est pas Oui. des conspirationnistes. C'est Mhm. des journalistes qui ont fait un travail sérieux en écoutant les victimes. C'est un travail sérieux qui est derrière. C'est pas quelque chose, un fantasme sur Internet. Alors, en tout cas, ce que moi je suis noté dans la partie de France Culture que je cite, et là mon regard de chrétien, c'est que j'ai quand même le sentiment à un moment donné qu'un péché, désolé pour le terme, hein, en entraîne un autre. Oui. C'est-à-dire qu'au-delà du sexe, après il y a la corruption, donc la prédation sexuelle, il y a la Ouais, corruption, il y a la dissimulation, il y a le mensonge, et on Les n'en meurtres finit pas, quoi. présumés. C'est comme dans le Pardon Jardin d'Éden. Les meurtres présumés. Et les meurtres C'est présumés, Comme dans le Jardin d'Éden. comme dans le Jardin d'Éden, il y a Exactement. un effet bah, domino à un moment donné. Non, c'est de sa faute à elle, c'est elle qui m'a donné la Ah oui, pomme. ouais. Non, c'est le serpent, bah, ça entraîne accusation, etc. Ouais, c'est clair. Je suis entré- Ouais. Allez, tout de suite, les 3 questions préparées. Alors, langue, c'est les chrétiens sont-ils immunisés? Donc, la première question à laquelle on va essayer de répondre, c'est en quoi on pourrait se sentir à l'abri? Je veux dire, pourquoi? C'est quoi ce réflexe de dire, ah bah non, il y a nous et il y a les autres. Voilà, moi je me suis noté effectivement, comme quoi le premier réflexe, ça peut être, notamment vu le côté industriel, le côté noir, le côté, ouais, mais jusqu'où on descend, c'est ça n'arrive qu'aux autres. Voilà. Est-ce qu'on peut comprendre ce premier réflexe d'un chrétien, ça n'arrive qu'aux Je autres, pense en peut-être, termes Glenn? d'échelle, en tout cas pour les chrétiens en France, nous sommes entre évangéliques. Pour les chrétiens évangéliques en France, j'ose croire que c'est vrai en termes Hmm. d'échelle et de capacité, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens financiers, politiques que le réseau Epstein. Mais on ne peut jamais parler d'immunisation, comme on a dit tout à l'heure, on était d'accord là-dessus, puisque le péché réside dans le cœur humain, et même lorsqu'on découvre l'amour de Dieu, la grâce en Christ, ça n'enlève pas immédiatement toutes les tentations. Donc, Hmm. Alors, on reste vulnérable. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, comme Ben, quoi, je pense- effectivement, on pourrait se croire à l'abri spontanément comme ça? Je pense que c'est naturel de vouloir se dire non, pas chez nous, parce que l'église, c'est un refuge. C'est comme quand on dirait non, ça arriverait jamais dans ma famille, dans mes amis. Sauf que je pense que tu as très bien fait de prononcer le mot élite, parce que c'est un scandale qui concerne les élites. Qu'est-ce qui arrive quand tu es au pouvoir, quand tu n'as plus personne qui te dit non, quand tu peux littéralement tout faire? Et Ah, mais c'est malheureusement, intéressant, hein. dans nos églises, surtout les milieux évangéliques, peut-être pas en France, mais dans les pays où il y a vraiment des méga-churches, on a parfois ce système d'élite où on met vraiment sur les strates des grands ministères, comme on les appelle, Ah oui, prophètes machin, pasteurs machin. Superman. Et il y a eu des scandales, peut-être moins organisés que celui-là, mais des scandales terribles sur des gens qui étaient censés être chrétiens. Ok, moi je pense qu'il peut y avoir aussi un côté TTS, on appelle ça très très spirituel, c'est qu'à un moment donné, effectivement, tu l'as dit, bah, moi je suis chrétien, en plus j'ai l'esprit, donc du coup je ne peux pas tomber dans ce genre de dérive, alors que tu as dit exactement l'inverse à ce moment-là, tu as dit, bah, en fait, on reste vulnérable, quoi, hein, la tentation est là, quoi. Hein. Voilà, donc il n'y a pas une certificat de sécurité, même pour un chrétien évangélique, rempli de l'esprit, quoi. non, Glenn. non, c'est effectivement dangereux de croire ça. Paul dit dans une épître que celui qui se croit fort prenne garde de ne pas tomber. Ouais. Donc, c'est parfois quand on se sent fort que
bah, l'ennemi vient, la tentation vient, la faiblesse se manifeste. Donc il faut jamais se croire fort en fait. Et surtout, ça n'arrive jamais comme ça. C'est pas oups, du jour au lendemain, j'ai violé 3 jeunes filles. C'est, en fait, Pardon de rire, il y a des pas- systèmes qui sont mis en place pour que quand. Même s'il y a des red flags, même s'il y a. Alors des red flags, c'est des drapeaux rouges, des signaux d'alerte. Hein. Ouais, J'essaie voilà. de juste. Même quand. Mélina est une Oh. fille de notre siècle. Même quand il y a des trucs qui paraissent vraiment pas nets, les systèmes sont mis en place. Non, mais il faut pas critiquer les leaders. Non, mais c'est l'homme de Dieu, c'est Dieu qui lui a dit de faire ça, etc. Qui fait que on va pas confronter. Et même ceux qui n'ont pas commis le péché vont être coupables, un peu comme dans l'affaire Epstein, de couvrir le truc. J'ai de rencontré dissimuler. un cas similaire, alors pour changer un petit peu d'angle, des personnes, alors je suis pasteur d'une église, des personnes qui vivaient un problème de harcèlement scolaire et qui ne veulent pas confronter la personne qui serait adulte, qui pratiquerait ça parce que c'est pas chrétien de le faire. De dénoncer. Voilà, moi je Ah les ai oui. encouragés. Ouais. Et ils ne veulent pas. Oui, donc il peut y avoir des conceptions. Je me suis noté également qu'à un moment donné, je ne peux pas savoir, moi, si je suis à l'abri tant que je n'ai pas été confronté. Je crois que c'est un de mes fils qui me dit souvent, papa, tu peux pas savoir si tu pourrais maîtriser ta violence tant que tu n'as pas été dans une situation où tu pouvais choisir d'être violent ou pas. Et pareil, comme par exemple pour la fidélité. La fidélité. Tu penses pas qu'à sa place, tu violerais pas des gens? Enfin, je sais Non, pas, non, moi, je ça parle pas de la me paraît violence. naturel. Non, non, je parle du fait de penser qu'à un moment donné, je pense que je suis à l'abri de quelque chose, je ne peux pas savoir tant que je n'y ai pas été confronté. Donc si je prends l'image de la fidélité dans le couple, si à un moment donné, je dis, je suis quelqu'un de très fidèle, ça vaut quelque chose, mais peut-être pas autant que si tu avais eu l'occasion à un moment donné d'avoir une avance très claire et que tu aurais pu dire oui, tu dire non. Si à un moment donné, je n'ai jamais eu l'occasion de tester ma fidélité à travers une tentation concrète, c'est difficile pour moi de dire que c'est un point fort chez moi, la fidélité. Ça peut être juste un concours de circonstances. Oui, mais Non, je parle pas par rapport à Epstein, là. C'est juste... oui, mais là, on parle Voilà. quand même de trucs plus graves que juste des petits péchés, Il parle entre de guillemets. oui, quoi. mais Oui. ça, On parle Non, mais- c'est bien dit que ça commence quelque part. Là, il parle d'un commencement qui serait une infidélité, qui n'aurait pas de conséquences de peut-être de viol ou autre, mais si on croit qu'on résisterait, mais on n'a jamais été dans une situation. Où j'étais confronté, Très clair. voilà, Ou- c'est trop loin, et du coup, je ne sais pas. Voilà, donc non, il n'y a aucun rapport du tout. C'est juste le fait de se sentir à l'abri, alors même que ma force éventuelle n'a jamais été testée sur la réalité du terrain. C'est ça le point, Mélina. Donc plus dans le sens, on se sent à l'abri en tant que communauté, quoi, c'est ça. Et Pas en tant que communauté, là je raisonne individuellement. Pourquoi à un moment donné je peux me croire à l'abri? Parce que, en fait, encore une fois, je n'ai jamais été dans la situation où j'ai dû résister. Si je peux apporter un petit témoignage d'une lecture. Après, on va passer à la deuxième d'un- question, d'un quand même. magazine. C'était un acteur jeune star qui parlait des tentations de la célébrité. En disant qu'il a peur en voyant la plupart des stars plus âgées, ceux qui sont devenus. C'est-à-dire, donne-moi ci, donne-moi ça, des exigences, etc. Vraiment le Un stéréotype. peu la star, la Parce qu'il diva. voyait bien que le contexte les poussait à devenir comme ça. Et lui, ça faisait 1 ou 2 ans qu'il était très connu. Il disait, ça me fait tellement peur parce qu'ils sont tous devenus comme ça. Je n'ai pas envie, mais est-ce que c'est ça mon avenir? Oui, d'accord. Quand je suis dans un environnement, malgré mes bonnes dispositions au départ, je peux me laisser contaminer aussi par l'environnement. Ok, d'accord. Deuxième question. Comment rester vigilant dans ma vie personnelle? C'est vraiment un enregistrement aujourd'hui, une émission pour nous aider à être vigilants et avoir une introspection plutôt que simplement de pointer du doigt, voilà ce qui se passe. Et la troisième question, ça va être comment être vigilant d'un point de vue collectif, éventuellement institutionnel. Parce que là, notamment chez les évangéliques, on ne part pas de zéro. Par rapport à la vigilance à titre personnel, tu l'as dit, je pense que le premier devoir du chrétien, même si là c'est très très loin peut-être de ce qu'on vit, c'est l'humilité par rapport à ses propres zones d'ombre. Hein. Et je note en complément de ta référence, Proverbe 16-18, l'orgueil précède la chute, je crois. Voilà, enfin quelque chose de ce genre-là, vous me corrigerez dans les commentaires. Voilà, je me suis noté également que comment être vigilant sur la vie personnelle, c'est 1 Corinthiens 11-28, que chacun s'examine en fait lui-même. Donc bon, après, bien sûr, la vigilance, c'est pas forcément la paranoïa, quoi. Hein. Faut faire un petit peu attention, quoi. D'autres réflexes pour rester vigilant pour nous, pour ceux et celles qui nous écoutent, dans sa vie personnelle cette fois-ci, par rapport à des tentations de ce type. Depuis que je suis chrétien, je suis devenu chrétien à l'âge de 20 ans. J'étais à la fac. Et Ça fait longtemps du coup? oui, Ok. 30 ans. 30 ans, voilà. Vous faites le calcul assez vite. Et donc, c'était le GBE, on nous encourageait à se mettre par 2
par 3, par ce qu'on appelle les groupes de redevabilité. On trouve un copain, quelqu'un du même sexe ou 2 autres personnes. Et chaque semaine, on passe un petit moment à passer en revue sa vie. Où est-ce que j'ai chuté, où est-ce que j'étais tenté. Entre autres, hein, c'est pas que ces questions-là, mais c'est un peu comme John Wesley, il faisait ça aussi là, dans le méthodisme au début. J'ai toujours trouvé ce regard d'un frère très très utile pour rester dans la lumière en fait. Ok, très bien. Bon, ça a le mérite d'être très concret. D'autres choses pour la vigilance personnelle? Je pense vraiment sincèrement qu'aucun d'entre nous n'est en danger de tomber dans des péchés de cette espèce de trafic humain et de violer des enfants. Là où il faut qu'on soit vigilant, c'est plus quand on pourrait être tenté de les ignorer ou de faire partie d'un système qui protège les puissants et qui ne croit pas les victimes. Comment on réagit? Comment on réagirait si dans notre église, ou même moi personnellement, comment je réagirais si une personne venait me voir et me dit voilà, pasteur machin, vraiment un grand pasteur, voilà ce qu'il m'a fait, etc. Avoir le courage de dénoncer ou ne pas forcément, même si tu aimes beaucoup ce ministère, se dire non, c'est pas possible, ou blâmer la victime. Je pense que c'est à ça qu'on doit être vigilant personnellement. Parce que pour le reste, je sais pas, pour moi, ça me paraît tellement détaché du type de tentation auquel on pourrait tomber, parce que justement, on n'a pas ce côté tout nous est permis, les pleins pouvoirs, comme on parlait, le pouvoir, la célébrité qui là désinhibe complètement et pourrait révéler des choses absolument terribles en nous. Ouais, ma femme dit souvent, l'être humain, naturellement, n'est pas fait pour porter trop de gloire et trop de pouvoir sur ses épaules. C'est pas humain d'être dans un cadre. Forcément, ça part en dérive. Personne va te dire non. Tu finis par considérer les autres comme des objets. Exactement. Qui sont là juste pour te plaire. Alors justement, à propos d'objets, je me suis noté quand même, je note, peut-être moi je me sens un peu moins éloigné de ces travers. Attention à ma consommation de contenu. Je parle de la mienne, du chrétien, les consommations de contenu pornographique. On n'est pas dans le viol de mineurs, mais à un moment donné, le fait de s'habituer, pour moi, c'est un effet d'entraînement. Et en plus, ça, c'est quelque chose qui est à ma portée. C'est quand même à la portée de mon hygiène de vie personnelle. Attention, de quoi tu te nourris, Philippe, en termes d'images, qui peuvent être reliées même de loin, à un moment donné, à ce genre de dérive, quoi. Je vais même plus loin, à un moment donné, et là, vous trouverez peut-être que j'exagère, par rapport à se sentir le droit de faire n'importe quoi, d'utiliser un petit peu les gens. J'ai des responsabilités en tant que, par exemple, patron. Je fais attention à la manière dont je parle à mes employés. Et notamment ceux qui sont peut-être un peu plus vulnérables, où je peux être tenté de participer à une espèce de bashing ou de harcèlement, parce qu'il y a des personnes qui effectivement sont susceptibles, j'ai encore eu un exemple cet après-midi en termes de coaching, d'être un peu harcelé. Donc il y a aussi mon respect de la vie humaine et le fait de ne pas utiliser à un moment donné une position d'autorité qui pourrait faciliter un abus. Voilà. Et ça, c'est une hygiène personnelle qui peut être mise en pratique par nous en tant que chrétiens. Je pense que pour ça, on a besoin d'amitié, de personnes effectivement qui peuvent nous dire des choses, comme pour rejoindre ce que tu disais. Moi, j'ai parlé des groupes de redevabilité, en disant que ça a toujours été utile pour moi, pour garder la lumière. Alors, ça dépend un petit peu aussi des types de personnalités. Il y a des personnalités qui sont plus ou moins enclins à la domination. Ah oui, ok. Je ne pense pas à la base avoir ce type de personnalité, mais effectivement avec l'influence, le pouvoir, on peut être susceptible à toutes sortes de choses. Mais d'avoir des amis qui peuvent nous dire, bah écoute là, c'est pas bon ce que tu fais, reviens à la réalité. Ça, c'est quand même une forme de protection. Pas de garantie, il n'y a pas de diminution totale, mais quand même c'est une protection. Pour terminer peut-être sur cet aspect individuel, avant qu'on passe à comment se protéger collectivement, enfin comment protéger les personnes vulnérables dans nos milieux, vous connaissez la règle Billy Graham? Ça vous dit quelque chose? Ouais. Non. Non. Alors c'est pas un test, c'est pas un quiz. La règle Billy Graham, donc ce fameux prédicateur américain qui est décédé il y a quelques années maintenant. Sa règle, c'était... C'était de jamais être dans une pièce seule avec une femme. Voilà, ne jamais être. Mais ça, c'est abusé par contre. C'est abusé? Bah oui, les femmes, c'est des êtres humains, punaise. Si tu veux pas te retenir. Après, je comprends. Si tu peux pas te retenir. Je comprends que c'est certainement pas parce qu'il a eu peur de se jeter sur elle, mais plus du que quelqu'un utilise. Voilà, c'est ça. Voilà. Quelqu'un utilise et fasse un procès ou piège, voilà. En tout cas, là, il n'y a pas de. Tout à fait. Moi, personnellement, je trouve ça aussi abusé. Maintenant, dans un contexte américain. D'une église locale, non plus, parce que moi, si j'applique cette règle, les 4/5 des personnes que je vois, je les vois pas.
Oui. Donc, D'accord. ça devient un peu compliqué. Bon, très bien. Allez, dernière question. Comment protéger les plus vulnérables, cette fois-ci d'un point de vue collectif, d'un point de vue institutionnel? Voilà. Alors, je pense qu'il y a pas mal de choses déjà qui se font dans nos milieux. En tout cas en France, je me suis noté. Donc là, on parle bien de notre responsabilité institutionnelle et collective. Je me suis noté que les PUF, donc l'Église protestante Unie unie de de France. France, merci beaucoup. Ça fait quelques années maintenant qu'ils ont mis en place des protocoles écrits au public. Il y a une commission indépendante, voilà, pour parler de nos cousins protestants, on va dire traditionnels. Voilà. D'autres choses en termes de protection des vulnérables dans nos églises, Le CNEF a Glenn? mis en place les formations et informations Stop Abus. Ah oui, le CNEF, Donc, le Conseil le national CNEF, des ouais, c'est évangéliques ça. de Donc, France, tout à fait. ma femme a participé Ah, à une de ces formations qui a eu lieu à Strasbourg il n'y a pas si longtemps que ça. Excusez-moi. Donc là, c'était en particulier vis-à-vis de l'enfance, hmm, puisqu'elle est responsable de l'enfance dans l'Église. Mm. Donc c'était... alors, je n'ai pas le détail, hein, mais c'était ouais, pour comment hmm, prévenir ouais, les abus hmm. potentiels au niveau de l'enfance. Mm. Donc, Ah, du coup, ça me fait penser que ma femme a assisté à une visio aussi récemment sur le thème Stop Abus. oui, il y a une autre récemment par Zoom. Exactement, Oui, ouais, oui, par Zoom, exactement. ouais, Oui, tout à fait, exactement. Ah, c'est oui. bon, ça me revient maintenant. Donc là, c'est concret, hein, c'est mis en place à l'initiative de nos instances Notre fédération représentatives. d'église a fait une chose Fédération similaire d'église. aussi Oui, au niveau des responsables d'enfance. ok. Là, Ouais. tu parles de la fédération La de fédération ton église, baptiste, ouais. Baptiste, du coup. Ok. D'autres choses d'un point de vue protection des vulnérables institutionnellement, collectivement, Mélina? Je pense que plus l'Église est pyramidale, Ah plus oui, on est ouvert à ouais. ce genre de dérive. Hmm. Parce que moins de barrières sont mises en place Pas de pour empêcher ce genre contre-pouvoir. de choses. Ouais. Voilà. Hmm. Et ne pas se dédouaner si les dirigeants d'un réseau d'églises, par exemple, on vient leur dire il y a tel faux prophète, il a agressé, ou alors il a fait ceci, il a fait cela. Ne pas dire il n'est pas dans notre réseau, c'est pas notre problème. Hmm. Oser prendre la parole, oser libérer la parole, dire les choses, mettre en lumière. Souvent, parfois, dans les églises, il y a des choses qui se passent entre les élites. Malheureusement, c'est dur de devoir dire ce mot, mais entre les leaders. Mais il ne faut surtout pas le dire à l'Assemblée parce que ça affaiblirait l'Église, tout ça. Mhm. On règle ça entre nous, on se pardonne, etc. Mais ce qui fait qu'il y a plein de choses qui ne sont pas mises en lumière alors que Dieu est un Dieu de vérité, de justice. Parfois, il faut que justice soit faite. Ouais, moi je me suis noté, à un moment donné, nos églises doivent aussi oser confronter, sanctionner et pas protéger sous prétexte qu'il y a une espèce de sacralisation de fonction ou de ministère. Hein. On est les premiers à appeler à la rédemption et au pardon. Mais Mhm. bizarrement, c'est toujours pour les pasteurs ou les gens de l'autorité, pas pour les victimes. Et oui, rédemption, mais un violeur peut-être qui pourra recevoir la grâce d'être sauvé par Jésus et d'aller au paradis, il faut quand même qu'il aille en prison, je suis désolée. Oui, Ouais. ça me rappelle, j'ai entendu un pasteur il y a quelques années. C'était plutôt un bon exemple d'un mauvais incident. À l'époque, je vivais en Bourgogne. Un incident qui a été bien traité, tu veux dire. Ah, oui, je vous raconte l'histoire brièvement. C'était un monsieur qui avait une conversion vers la vingtaine. Il venait d'un milieu assez défavorisé, un peu violent. Et il avait une vraie conversion. Et plus tard, il est devenu pasteur. Il s'est marié. Il a eu des enfants. À un moment donné dans sa vie, je pense qu'il était sous pression. Il gérait mal la pression de l'Église. Et il a commencé à être violent avec sa femme et ses enfants. Oh, wow. C'est lui qui nous a raconté ça. Et sa femme a eu le bon réflexe. Elle était allée voir la police. Déposer une main courante, par déposer une exemple. plainte. Mhm. Et il a été arrêté. Il a fait plusieurs années de prison. Ok. Et c'était une épreuve très très dure pour sa femme, pour ses enfants et pour lui. Mais il racontait que c'était comme une deuxième conversion en fait. Mhm. La première conversion, peut-être un peu intellectuelle, l'enthousiasme, etc. Mais notre chair a besoin d'une conversion en permanence et en profondeur. Mhm. Et c'est en prison qu'il a pu vivre, se confronter en fait à ces démons du passé, Mhm. qui le poussaient vers la violence au lieu de pousser vers Christ. Et donc, il témoignait de cette expérience et des effets positifs sur lui, toujours avec humilité et repentance. On était tous marqués parce que c'était, on va dire enfin, un bon exemple Mhm. d'une situation malheureuse. Oui, c'est-à-dire que la rédemption, pour reprendre ton terme, ne fait pas l'économie, à un moment donné, d'une sanction et de conséquences très concrètes. Moi, je me suis noté d'ailleurs qu'un des pièges potentiels pour nos églises, c'est de penser que, parce que nous sommes chrétiens, le processus de guérison et de pardon, c'est immédiat. C'est rapide, c'est évident. Voilà, t'es chrétien, tu pardonnes. Non, le pardon et la guérison, en tout cas c'est mon opinion, peut être aussi
processus, Oui. et ça peut demander du temps, des deux côtés, hein, de Oui. l'offenseur et de l'offensé. Donc, Oui. Exactement. Mais c'est quand même beau que cette histoire rappelle que ce qui fait la particularité des chrétiens comparé à d'autres milieux séculiers, c'est qu'il y a cette grâce extraordinaire que Dieu, et la grâce de Dieu est suffisamment infinie pour pardonner même aux pires monstres. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, Ouais. mais cela ne gommera pas les dommages qui ont été faits aux victimes dans cette vie. Oui, Ok. et le besoin de vraie repentance aussi. Exact. Et bien sûr, évidemment. clairement. Allez, tout de suite, la conclusion. Est-ce que vous qui nous regardez, qui nous écoutez, vous êtes en train de vous faire une opinion sur tout à fait d'accord, pas du tout d'accord avec la question posée? Les chrétiens seraient-ils immunisés dans une affaire du type Epstein? Glenn, tu avais dit D tout à l'heure, c'est-à-dire une petite protection quand même. Tu restes sur cette position Bah, par rapport à à la nos échanges? mesure où la crainte de Dieu, la connaissance qu'il y a un jour de jugement, moi, ça m'a protégé de certaines bêtises. Hein. Des choses que j'aurais certainement faites. Alors, évidemment, pas à la même échelle, pas à la même D'accord, gravité, ouais. mais des choses, je me dis, mais punaise, je vais devoir rendre compte à Dieu. Hmm. Et puis, à un moment donné, j'étais responsable de louange, et je me souviens, certaines tentations, ça m'a freiné. Je me dis, oh non, je ne peux pas faire ça, je suis responsable de louange. À Il y a un l'époque. côté un peu solennel, sans irresponsabilité. Parce que je savais que je ne pouvais pas me tenir honnêtement devant l'Église Hmm. en faisant certaines choses. C'était juste malhonnête. Hmm. Et je ne pouvais pas tenir cette contradiction. Ok. C'était une protection, en fait, d'avoir une responsabilité à ce moment-là. Mm. Alors, parfois, c'est un piège, Mm. c'est une façade, mais pour moi, c'était une protection. Ok, très bien, merci pour le témoignage. Donc on a du D. Tout à l'heure, tu étais E. Malheureusement, je suis obligée de rester sur eux parce que d'accord. les faits montrent que parfois les églises sont aussi un système qui favorise ces abus, même si je répète que la grâce de Dieu est infinie. Mais nous ne sommes pas du tout immunisés, nous devons être doublement vigilants là-dessus. Et je pense que c'est le devoir que Dieu nous appelle à être. On est censé représenter Dieu sur terre, on devrait être exemplaire. Je suis d'accord avec ça. Ok. Alors moi, je reste sur mon D. Alors quand même un petit peu embêté par rapport aux éventuels dégâts collatéraux, même de personnes dont la culpabilité n'est pas prouvée. Je me demande dans quelle mesure, à un moment donné, je prends comme exemple l'ancien commissaire européen britannique Peter Mandelson, qui, du coup, les personnes qui ont été, qui impliquées, qui est cité. C'est juste de dire à un moment donné, pour l'affaire Epstein, hein, dès que quelqu'un a été en contact avec quelqu'un qui était en contact, sans autre forme de procès, il est obligé de sortir de la vie politique. En tout cas, au Royaume-Uni, il y a eu beaucoup d'exemples. C'est juste un petit bémol, est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné une chasse aux sorcières ou une espèce de macartisme où on serait too much et voilà. Après, ça te choque ce que je suis en train de dire? Non, C'est une petite précaution que je prends. Ils avaient qu'à pas être milliardaires, je veux dire. Est-ce que c'est possible Lui n'est pas d'être milliardaire. éthique quand on est milliardaire? Ouais. Je comprends, c'est vrai. Bien sûr, il faut un procès, il faut que justice se fasse, mais c'est naturel d'être suspicieux, quoi. Okay. Bah, en tout cas, il y a beaucoup d'émissions en ce moment qui sont un petit peu forcées, même si quand il y a un faisceau d'indices, par exemple pour Jack Lang, voilà, pour moi, au-delà de, je ne sais pas du tout s'il est impliqué, c'est pas du tout mon rôle, il y a la justice, mais sa réputation de rien payer de Roi Soleil date pas d'Epstein, hein, donc à un moment donné, il y a quand même des faisceaux d'indices. Bon voilà, donc on a deux D et on a un E. Voilà, à votre tour de vous positionner à travers vos commentaires, vos likes ou vos dislikes sur la question posée. Voilà, dans quelle mesure vous pensez qu'on a traité alors non pas en largeur, mais en profondeur, ce thème. Nous sommes immunisés, oui et non, un petit peu, voilà. Merci beaucoup Glenn pour ton renfort, et puis Mélina qui devient une habituée. Voilà, et c'est De rien. super. Voilà, à bientôt pour un prochain épisode. Bye.